Le droit de douane pour les nuls. Voilà ce que je vous propose. Bonjour, monsieur de Ritmaten. Bonjour, monsieur Pro. Pourquoi je dis ça, le droit de douane pour les nuls? D'abord parce que, au fond, les gens, ils comprennent pas. Donc, prenons l'exemple français. Donald Trump fait donc peser un droit de douane pour tous les projets, pour tous les produits manufacturés, non manufacturés. Oui, tout. Tous les produits. Ça. De combien? Déjà, c'est 10% sur tout. D'accord. Déjà de donc, base. Tout ce qui rentre aux États-Unis, c'est plus 10%. Nous sommes d'accord. Nous, on envoie combien de produits aux États-Unis? Écoutez, c'est une bonne question parce que, en fait, non mais Donald Trump a accusé la France ou l'Europe d'une manière générale de contribuer à son déficit commercial. Je rappelle que le déficit commercial, c'est quand on achète et qu'on vend. Vous savez, c'est ça. Alors, qui est gagnant? Je vous pose une question simple. Combien on vend de produits aux États-Unis? C'est ça qui m'intéresse. Ça dépend quoi. On vend du vin, on vend du champagne, on vend de l'Armagnac, du cognac. Voilà. Donc ça sera plus 10%. Mais on apporte aussi des États-Unis. Oui, c'est ça. Oui, mais les droits de douane, les imports, je m'en fiche. Pour le moment, c'est l'export. Donc tout ce qui arrive à New York, c'est plus 10%. Nous sommes d'accord. Bon. Donc ce n'est que 10%. Pour l'instant. Pour l'instant, c'est une sorte de gentille réciprocité. Est-ce qu'on envoie des voitures là-bas? Très peu. Non, on vend pas de Renault, on vend pas de Peugeot, on vend pas de Citroën. Donc c'est essentiellement. Donc on est peu concerné. C'est ce que vous avez dit essentiellement. On a des cosmétiques, on leur vend des cosmétiques, des produits pharmaceutiques, on leur vend. Voilà. Et alors, quand je dis le droit de douane pour les nuls, pourquoi le fait de payer 10% de plus, par exemple, fait que la bourse française s'effondre? Quel est le rapport entre la banque? J'ai vu par exemple Stellantis, ça perd je crois 10%. On est à moins 32% depuis le début de l'année. Alors on va prendre par exemple la BNP. La BNP vient de perdre 12-15% en 3 séances. Quand je dis le droit de douane pour les nuls, c'est la question la plus simple. Quel est le rapport entre le fait que les Américains vont payer plus cher 10% le foie gras ou le champagne et le fait que la BNP Paribas perde 10%? Bon, alors parce que d'abord, il faut le voir d'une manière générale, c'est la perte de marchés mondiaux, c'est la hausse des prix d'une manière générale, parce qu'il va y avoir une réciprocité. Quand vous dites 10%, c'est maintenant, mais ça va monter à 20-25%, peut-être plus, parce que Trump a bien dit que il ferait œil pour œil, dent pour dent. Quel est le rapport pour une banque française? La banque française, elle a des actions dans le champagne, Non, c'est pas ça. C'est que simplement, c'est une. Non, mais d'abord, les banques se portent bien, contrairement à ce que vous croyez. Là, la Société Générale, BNP Paribas. Elles ont pas beaucoup perdu. Hein. Elles ont quand même pas mal remonté. Non. Alors écoutez, pas les plus touchés. Passé de 80 en 3 séances de 80 € l'action à 64. Oui, mais c'est pas considérable. Quand vous voyez par exemple Stellantis, ils ont perdu 32%. 20%. Je vais vous donner des chiffres. Stellantis, donc c'est ancien Peugeot, Citroën, c'est la marque française qui a racheté, je le rappelle, Fiat, qui a racheté Jeep, qui a racheté Chrysler. Donc c'est devenu un groupe franco-américain. Vous avez donc bien sûr, ils sont concernés par les autres, par l'automobile. Pernod Ricard, ils exportent beaucoup d'alcool. Donc, eux, ils sont concernés. Ils perdent 20%. LVMH. Oui, c'est ça. Non, mais voilà. Mais les banques, c'est parce que vous allez avoir une restriction du marché mondial, moins de financement, moins d'avions cargo, moins de porte-containers, moins de fret. Parce que si les prix augmentent partout dans le monde, vous allez avoir une restriction de la consommation. C'est ça qu'il faut voir. Sur votre iPhone, j'en parlerai d'ailleurs, l'iPhone, vous allez avoir des hausses de prix qui peuvent atteindre 30 à 40%. Parce qu'il y a une culbute. Pareil pour l'automobile. Là, vous avez un véhicule américain qui coûte aujourd'hui 60... C'est cher les voitures aux États-Unis, entre 50 et 60 000 $, ça peut monter à 80 000. Pourquoi? Je suis d'accord avec vous. Parce que vous avez des composants qui vont venir de Taïwan, qui vont venir de Chine. Vous allez avoir des voitures américaines, on en achète beaucoup. Non, mais nous, on n'est pas. Vous avez les Jeeps. Vous avez les Jeeps, c'est un gros marché. Des gens qui ont des Jeeps, vous en connaissez beaucoup. C'est un gros marché. Non, mais niveau mondial. Là, vous parlez de la France, mais en France. Moi, je parle de la France. Là, c'est ça qui m'intéresse. Non, on n'apporte pas de voitures américaines des États-Unis. On n'apporte pas. Je veux bien rouler en Jeep dans Paris, mais remarquez, avec les trous d'Anne Hidalgo, je pense que c'est peut-être la voiture qu'il nous faut pour se balader dans Paris. Bon, Éric de Ritmaten est avec nous, vous le connaissez, c'est une voix célèbre d'Europe 1. Je vous brusque un peu. Non, mais vous avez raison de poser des questions. Parce qu'en fait, J'ai raison de poser des questions. Si j'en pose pas, à mon avis, ils vont pas être contents.
En fait, avec les États-Unis, on perd de l'argent. Et c'est pas les États-Unis qui perdent de l'argent avec nous. On a 4 milliards, on perd 4 milliards sur le commerce extérieur. Alors que les Allemands, c'est l'inverse. Les Allemands, ils vendent beaucoup de BMW, de Mercedes, de Volkswagen. Donc eux, ils sont concernés. Et eux, ils ont peur parce qu'avec les taxes, les voitures allemandes vont beaucoup moins se vendre aux États-Unis. Alors que nous, on est moins concernés. On achète beaucoup de pétrole et de gaz de schiste. Vous voyez, on importe. Et vous savez, par exemple, que on a Disneyland Paris. Vous connaissez Disney. Eh bien, à chaque fois que vous achetez une poupée Disney, un Mickey, etc., avec un petit logo Disney dessus, c'est de l'argent qu'on reverse aux États-Unis sous forme de royalty. Et ça rentre dans le commerce extérieur. C'est de l'argent qui est envoyé aux États-Unis. C'est ça qu'il faut voir. Le service, on renvoie beaucoup d'argent avec le service de base américain, les boîtes américaines. Est-ce que vous achetez, on a tous des produits américains sur nous, bien évidemment, vous avez peut-être tous des téléphones, des iPhones, ceux qui nous écoutent. Quel est le produit américain le plus vendu ici en France? C'est peut-être l'iPhone, sans doute? L'iPhone, bah oui, on a 200 millions dans le monde qui sont vendus, mais ils sont faits en Chine. Pascal, ils sont faits en Chine. Notre ami vous pensez que c'est encore fait aux États-Unis? Le burger, il n'est pas fait aux États-Unis. Après, voyons le Coca-Cola. Quand vous buvez du Coca, le Coca, il est fait en France. Mais oui, il sera pas concerné. Le Coca, voilà. Donc ça sera pas. Il y aura pas d'importation, ami. Mais l'argent est ensuite, il va aux États-Unis, non, l'argent? Mais tu vas pas taxer ton hamburger. Il arrive pas de New York. Non, la viande est française. La viande est française. Le pain est français. Il arrive de périmé ton hamburger. Quand j'ai dit les droits de douane pour les nuls, je croyais pas si bien dire. Franchement. Bon, vous me faites vraiment passer ça pour un répond à votre question. C'est que justement, il y a des craintes. Et si les banques, moi je trouve que les banques, elles sont pas si bousculées que ça. C'est quand même pas mal. Quand vous voyez le résultat de Société Générale, ils ont pas, ou BNP Paribas, ça n'a pas beaucoup baissé. Bien sûr qu'il y a eu une baisse parce qu'on a peur que le commerce mondial se rapetisse. C'est ça le truc. J'ai compris. Là, vous avez été convaincant. J'ai compris. 11h13, à tout de suite. Alors, on est avec Éric de Ritmaten pour parler du droit de douane pour les nuls. Et là, je vais vous soumettre, par exemple, quelqu'un qui m'envoie cela pendant que je parlais. Il a un plan d'épargne retraite, il a un peu d'argent en bourse pour placer les primes d'intéressement de participation, dit-il, et il a perdu 6 000 € en 72 heures. Est-ce qu'il doit stresser ce monsieur qui vous appelle? Il a un beau capital quand même, parce que c'est quand même beaucoup déjà 6 000 €. Donc c'est pas mal. Alors écoutez, déjà... Là, il les a perdus. Oui, mais c'est faux, monsieur, je vous rassure tout de suite. Oui. Vous ne perdez pas tant que vous n'avez pas vendu. C'est ça qu'il faut... Mais oui, mais écoutez, ce matin, la Bourse de Paris, elle a repris 1,5, 2%. Donc il faut attendre. Oui, c'est mais ça. Parfois, il faut, disent les boursiers, se couper un bras, parce que parfois, ça remonte jamais. C'est faux. Mais non, ça, je ne crois pas du tout. Atos. Ah non, mais ça, c'est différent. Atos, ça vaut 0,003 centimes. Oui, les gens croient... Et Eurotunnel. Oui, mais j'en avais des Eurotunnels. Et ça vaut combien? Ça vaut plus grand chose, mais bon, c'est... Non, mais là, vous donnez des exemples parce que n'oubliez pas qu'il faut jamais... Oui, mais Pascal, il ne faut jamais mettre ses œufs dans le même panier. Non, mais quand vous dites, il y a des actions qui ne remontent jamais. Moi, je ne crois pas à ce que vous dites. Franchement, oui, mais parce que c'est exceptionnel. C'est un chantier considérable qui a coûté une fortune avec des dettes toutes les énormes. Actions sur 10 ans du Disney, CAC 40, c'est pareil. Il y a une époque, ça valait plus grand-chose. Toutes les actions du CAC 40 sur 10 ans, vous pensez qu'elles gagnent toutes de l'argent? Je pense, oui. Franchement, oui. Est-ce qu'on peut vérifier ça? Non, mais ça, je m'engage vraiment à vous le dire. C'est rare, à part des cas exceptionnels comme Atos, qui peut d'ailleurs à un moment rebondir. Ça dépend. Atos, il ne faut pas oublier que c'est une boîte importante avec des composants. Combien ça vaut? Oui, 0,003 €. Oui, non, c'est 0,003. Donc ça remonte, oui, mais bon, du temps. Si vous mettez donc cet ami, on lui dit de ne pas stresser. Non, il ne faut pas stresser parce que... Hugues est vigneron, dans la région bordelaise, et peut-être qu'il exporte aux États-Unis. Bonjour Hugues. Bonjour Monsieur Pro. Vous êtes vigneron. Je suis vigneron dans le Médoc, dans le Bordelais. Et vous proposez quel type de vin? Des vins traditionnels de l'appellation d'origine contrôlée Médoc. Oui. Et c'est un vin, que vous vendez sur le marché français à quel prix? C'est un vin qui est disponible au tarif particulier TTC des Parchets entre 15 et 20 € la bouteille. Donc c'est déjà une bonne petite bouteille de vin. Oui, c'est pas la bouteille de tous les jours, mais le consommateur de tous les jours a un petit peu disparu. Et on a le droit de donner à l'antenne ce vin de Bordeaux, ce vin de Médoc. Un petit peu de promo, oui. Dites-nous ce vin que vous proposez, monsieur Hugues.
Alors, je suis viticulteur et j'entretiens actuellement les terres du château Ourbanon, avec un H. Ah bah oui, c'est connu, l'Ourbanon. Ourbanon, H-O-U-R. Je le connais. B-A-N-O-N. Ah ouais, c'est un bon vin. Donc, à consommer avec modération, bien sûr, je le dis. Et puis, on peut citer d'autres vins dans ces cas-là. Alors, on va citer, avec modération et en bonne compagnie. Voilà, on va citer du Homard Buzet, Saucian d'Aumalais, j'en cite 2 ou 3 comme ça. Côte-du-Rhône. Du Château Lafite. Château Lafite, si vous voulez. Bon, donc 15-20 euros. Combien est-ce que vous exportez une partie de votre vin aux États-Unis, hein, monsieur Hugues? Alors, malheureusement, depuis la précédente mandature de Donald Trump, mes filières et mes débouchés vers les États-Unis s'étaient taris. J'exportais plusieurs milliers de bouteilles vers les États-Unis et lors de la première taxation Trump qui a concerné principalement les vins français titrant moins de 14% d'alcool, j'ai pris ça de plein fouet et une partie de mes importateurs ont même cessé l'importation de vins européens pour se recentrer sur l'importation de vins sud-africains, australiens, sud-américains, qui étaient moins sujets à subir les foudres protectionnistes de Donald Trump. Bon, donc pour vous, finalement, ces dernières heures ne changent rien. Mais est-ce qu'il y a une part de votre production que vous exportez ou est-ce que tout est vendu en France ? J'exporte selon les années et les marchés. Le commerce est assez fluctuant selon les problématiques diplomatiques et économiques mondiales, mais j'exporte entre 40 et 60% de ma production. Ah oui, quand même. Et donc, quel est le premier pays dans lequel vous exportez ce vin de Bordeaux, qui est une référence pour le monde entier, bien sûr, le vin de Bordeaux? Alors actuellement, je continue d'exporter un petit peu en Chine, dans une dizaine de pays européens, vers des pays nordiques aussi. Et là, en ce moment, évidemment, vous êtes dans votre château et dans une propriété, parce que c'est toujours magnifique, les endroits dans lesquels vous travaillez. Je ne sais pas combien de litres sont vendus et combien d'hectares fait votre surface agricole, monsieur Hugues. Moi, je suis tout petit. J'ai 12 hectares qui étaient en production. C'est une exploitation un peu dinosaure, de taille familiale, quasi individuelle. Et vous avez repris la suite de vos parents, peut-être ? Oui, mon père a racheté début des années 70 par passion pour les vins de cette région et réhabilité ce domaine. Après son décès, ma mère a repris la suite et moi j'ai été le premier vigneron à temps plein dont c'était le métier d'origine, puisque mes parents étaient dentistes reconvertis. Ah oui, effectivement. Il n'y a pas forcément de rapport. Est-ce que vos amis, vos collègues, ceux qui travaillent près de vous et qui sont d'autres châteaux, sont très inquiets en ce moment? Ah oui. Oui, effectivement. Je fais partie d'un groupement d'une vingtaine de vignerons. Nous nous sommes mutualisés pour créer une force de vente. Nous avons 3 commerciaux plus une cave à Paris 11, rue du Chemin Vert. Et nous avons déjà depuis les prémices des annonces des surtaxations Trump, des marchés qui ont été mis en attente, les importateurs ne sachant pas si les taxes seraient appliquées sur les vins toujours en transit, dont les tarifs avaient été négociés avant, et ce genre de problématiques de logistique et de quand appliquer la taxation. Bah oui, j'imagine qu'il y a un peu d'inquiétude. Alors, les grands vins de Bordeaux sont une telle référence que j'imagine il y a toujours une clientèle, que ce soit en Chine et peut-être même aux États-Unis, à des prix qui resteront élevés. Mais déjà, c'est extrêmement cher. Hein, Les gens qui ont les moyens d'acheter du château Lafite, du château Latour, du château Yquem, sont des gens pour qui le nombre de zéros derrière le prix d'une bouteille ne compte pas. Donc on peut rajouter un zéro. Ce marché epsilonesque continuera et perdurera. Ce sont les intermédiaires, les petits, comme moi et nombre de mes collègues qui ont de petites exploitations et des tarifs moyens qui vont en subir l'impact parce que eux s'adressent à de la classe moyenne qui a les moyens de mettre quelques dizaines de dollars dans une bouteille. S'ils doivent y mettre
plus d'une centaine ou plusieurs centaines de dollars pour la même bouteille, ils vont s'en détourner. De toute façon, les mêmes causes provoquent les mêmes effets. Nous avons eu à la première mandature 25% sur les vins français. Nous avons perdu des parts de marché que nous n'avons jamais regagnées, même après l'abolition de ces taxes. Merci vraiment Hugues, parce que d'abord vous êtes très précis et c'est très intéressant de vous écouter. D'ailleurs en ce moment-là, lorsqu'on est le 15 avril, on est dans quelle période de travail pour la vigne? Qu'est-ce que vous faites en ce moment sur ces 12 hectares de terrain? Pour le moment, on attend un petit peu que ça pousse. Les travaux d'hiver sont terminés et on attend, passez-moi l'expression, en serrant un peu les fesses, faut pas qu'il y ait de gel. Des glaces, parce que les premiers bourgeons sont en train de sortir et jusqu'à la première décade de mai, comme nous l'ont appris ces dernières années, les possibilités de gel sont toujours fort présentes. Bon, mais en ce moment, il fait plutôt du soleil. Et pour la vigne, il faut évidemment du soleil et de la sécheresse. Hugues. Oui, et de la pluie quand il faut un mélange, et puis c'est la nature qui décide. Nous ne sommes là que dépositaires du terroir que nous habitons, et nous essayons de l'entretenir au mieux et de le donner aux générations futures dans un meilleur état que nous ne l'avons reçu. Hugues, qui est l'un des propriétaires de ce château Urbanon, qui nous appelle de Bordeaux pour me parler des droits de douane, mais on a évidemment parlé de vin, à boire évidemment avec modération, et puis on ira goûter ce vin, parce que c'est vrai que le Bordeaux est un plaisir, c'est un vin convivial, bien sûr que le vin rouge, avec modération, bien évidemment, mais c'est une tradition française, c'est une qualité française, c'est une excellence française, et il faut honorer, et je sais que certains sont capables d'honorer cette excellence. On peut donner l'adresse à Hugues, peut-être, l'adresse d'Europe 1 pour recevoir une petite bouteille. Non, on fait pas ça. Non, on fait pas ça. Ça se fait pas. D'abord, non, on paye. On achètera. Mais j'ai pas dit qu'on payait pas. Oui, on achètera. Évidemment, vous n'allez pas vous faire servir à l'œil des bouteilles comme ça pour boire de votre côté. Enfin, ça se fait pas. Dès qu'il y a un petit bifton à prendre, vous êtes là. Oui, on essaye. Bon, merci Hugues et bonne journée. Mais je vous promets, on va aller goûter ce médoc. Bon, c'est très intéressant ce que dit Hugues. C'est inquiétant pour la. C'est vrai que la filière viticole, c'est la plus touchée. C'est la France exporte énormément. Je crois que c'est l'équivalent de 2 milliards d'euros quand même, c'est pas rien. Et c'est 20%. 60%, c'est ce qu'il nous dit. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas des clients à l'extérieur, ça veut dire qu'il serait en difficulté. Ouais, c'est vrai. Alors il y a le champagne aussi. Alors j'avais calculé la bouteille de champagne, si vous avez 20% de taxes en plus, une bouteille à New York, c'est $50. Vous rajoutez 20%, c'est un fois 2,10, ça la fera passer à $60. $50 la bouteille. Ah oui, c'est cher. Au restaurant ou dans un magasin? Non, dans un magasin. $50. Le vin est cher aux États-Unis. C'est pour ça qu'ils boivent du vin chilien. Moi, je bois pas de champagne. C'est 20 ou 30 euros. 25 eueuros une bonne bouteille de champagne. C'est de la limonade. Et 50 euros. Non, 25 euros. Non, mais c'est déjà des bonnes bouteilles, 25-30. 25-30 euros. Et à New York, 50. Donc vous rajoutez 20% de taxes. Plus que ça, 50 euros. 20% de plus, ça fait 10 euros de plus. Oui, c'est le double. Après, à New York, les clients sont fortunés quand même. Oui, et puis c'est le champagne, ça reste vraiment hyper convivial et c'est très apprécié. Bon.